Bonjour Aurore Berger, Bonjour. députée et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On va parler bien sûr de la culture, on va parler des raisons sanitaires et des réformes à venir. Juste l'actualité de lundi, le projet de loi sur les séparatismes, rebaptisé projet de loi pour le respect des principes républicains. Il sera examiné en commission à l'Assemblée. Est-ce que vous confirmez avoir déposé un ou deux amendements, notamment pour interdire le port de tout signe religieux chez les mineurs dans l'espace public? On a un projet de loi qui est en effet extrêmement, important. C'est pas anodin de vouloir, conforter les principes républicains, qui sont les nôtres, notamment la question de la dignité de la personne humaine, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et donc on a estimé avec certains collègues, qu'il pouvait être intéressant de débattre de la question, des enfants et de la meilleure protection que l'on doit aux enfants. Donc c'est uniquement ce débat qu'on Mais souhaite poser, sachant que ce qui est important pour nous, c'est surtout que ce texte, soit bien compris comme étant un texte de protection, de liberté, réaffirmer la liberté de conscience, qui est celle que garantit aujourd'hui évidemment la loi de 1905. mais Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec vous, c'est si? On aura ce débat, je vous dis, à l'Assemblée Mais quel nationale, genre de la débat? C'est un semaine peu, prochaine. bras de fer ou? Non, moi j'ai aucun bras de fer, j'ai juste la volonté que ce texte soit, le plus complet possible. C'est uniquement ça qui nous anime. C'est un texte qui est important, encore une fois, pour réaffirmer ce que doit être la République et ce qu'elle doit être pour Oui, tous. car en fait cet amendement concerne surtout les jeunes filles mineures, on va appeler un chat un chat. Vous ne souhaitez pas voir ces jeunes filles mineures avec un voile sur la tête. Avec quels arguments est-ce que vous défendrez ce point de vue? Écoutez, c'est un débat, encore une fois, qu'on aura lundi. On peut l'avoir maintenant, peut-être au micro? La question, c'était uniquement de se dire que, on considère qu'en République, des enfants de 5 ans ou de 6 ans n'ont pas, forcément leur libre arbitre, ne sont pas éclairés en termes de consentement pour dire si oui ou non, ils veulent, porter des signes religieux ostensibles. C'est uniquement cette question-là, Mmh. qui est posée. C'est la question du libre arbitre de À l'enfant, partir de quel âge? À de son partir de quel âge consentement. il peut être consentant ou C'est cons un débat qu'on a. Vous voyez bien les débats qu'on a aujourd'hui sur d'autres mmh. sujets extrêmement graves, sur la question du consentement des mineurs et à quel âge un mineur peut être libre ou non Mmh. pour dire oui ou pour manifester son désaccord. Certains disent que c'est la majorité sexuelle, d'autres disent que c'est tout simplement la minorité ou la majorité. Donc on verra la semaine prochaine dans le Mais débat. que répondrez-vous à Emmanuel Macron qui estime donc que cet amendement risque de stigmatiser encore les musulmans et que ça n'a rien à voir, dit-il, avec le projet de loi en question? Encore une fois, moi, je parle juste d'un enjeu qui est la question de la protection des mineurs, qui me paraît être un point, important dans notre pays, surtout d'autant plus, encore une fois, en ce moment, sur la question du consentement qui peut Mais exister. justement, au sujet de cette question du consentement, est-ce que vous avez lu entendu parler très certainement, mais est-ce que vous avez lu le livre de Camille Alors je Kouchner? ne l'ai pas encore lu, je l'ai, à la maison, donc je Mmh. pense que ça va être, ma lecture, Donc c'est du que vous avez week-end. l'intention de le lire, J'ai ouais? l'intention de le lire parce que je pense que c'est en effet, un débat essentiel, qu'on a rarement, posé de cette manière-là, c'est-à-dire de manière aussi claire et nette. Je trouve que c'est important aussi que celles et ceux qui ont été, victimes parce que En de l'occurrence, son fait, elle frère l'a jumeau, enfin mais elle l'enquête, aussi l'a été elle aussi l'a été, finalement, absolument, évidemment, c'est toute faisait la partie du famille qui a secret. Mmh. été, prise sous le sceau de ce secret infernal. Je crois que c'est un enjeu essentiel et le fait qu'il y ait autant de Français, qui aient souhaité, lire ce livre, moi j'y vois pas du voyeurisme, j'y vois au contraire le fait qu'enfin peut-être qu'on met sur la table la question de l'inceste, espèce de viol au carré, c'est-à-dire cette chose insupportable qui existe dans notre pays, dans toutes les familles, Et hein, dans sous toutes les bien sûr, catégories mais et sociales. sous l'œil des médias, parce qu'il y a aussi l'effet de résonance, la Mmh. caisse de résonance terrible, que sont les médias, et on pense là à celui qui est accusé, mais Mmh. évidemment il est présumé innocent, jusqu'à nouvel ordre, c'est Olivier Duhamel. Oui, c'était, mon enseignant à Sciences Po. Mmh. Donc je pense que comme beaucoup de ceux qui, l'ont eu en professeur, ça a été un choc, comme révélation parce que c'est quelqu'un qu'on admirait, c'est quelqu'un qui avait, de l'autorité, qui délivrait un savoir, quelqu'un, qui était, invité partout, reconnu par tous, et dont on ne pouvait pas imaginer forcément, on n'était pas dans cette intimité-là, ce qu'il pouvait faire. Et donc c'est quelque chose qui est d'autant plus choquant que d'imaginer qu'en vérité tant de gens aient su, et que tant de gens n'aient rien dit pour protéger des enfants. Parce que quand on a 14 ans, on n'est pas consentant et on est d'autant moins consentant quand c'est face à la personne qui a autorité, sur vous et en qui vous avez,
toute Et que l'on confiance, aime, parce que que c'est vous aussi aimez, que ce vous qu'explique Camille respectez Kouchner dans le livre. et que voilà, que vous aimez, que vous respectez, à qui vous faites confiance. Et la question du consentement de l'enfant, elle ne devrait pas se poser dans notre pays, tout simplement. Quand on a 14 ans, et je vois encore ces débats, je vois Alain de Finkielkraut qui s'exprime et un certain nombre d'autres qui se sont exprimés, qui en sont presque à chercher encore et toujours des excuses aux agresseurs, comme si les victimes étaient coupables de ce qui s'était passé, alors qu'encore une fois, ce ne sont que des enfants et qu'à 14 ans, la responsabilité des adultes est évidemment de les protéger. Et je crois qu'il faut aussi avoir ça en tête et s'interroger sur pourquoi tant de gens savaient et tant de gens ont préféré ne rien dire, ne pas alerter et ont continué à lui faire confiance. Les enfants et la culture. La culture, j'y viens. Vous avez signé une tribune cette semaine dans Libération en expliquant que la crise sanitaire devait être une opportunité pour repenser nos politiques culturelles. Et donc, pour vous, ça commence à l'école. Pourquoi? Je crois qu'on a un enjeu majeur qui est, du fait de la crise notamment, on sait qu'on risque d'avoir une explosion des inégalités, une explosion de la pauvreté dans notre pays, et l'éducation et la culture sont évidemment les meilleures armes pour lutter contre ces inégalités, sociales, familiales, territoriales. On a le risque avec la crise que justement la culture soit moins partagée encore qu'elle ne l'était, parce Elle que l'est en de ce moment fait moins partagée, oui. parce que de fait, on y a beaucoup moins accès et donc celles et ceux qui pouvaient y avoir accès parce que dans le cadre justement, de l'école, ils pouvaient, avoir des activités d'éducation artistique et culturelle en sont, aujourd'hui privés. Donc je crois qu'il faudrait que cette crise-là, au-delà de la question de l'ouverture ou de la fermeture des lieux culturels, soit un moment pour se dire: quelle est l'assise des politiques culturelles? Est-ce que la culture est vraiment un objet social dans notre pays qui doit être partagé par tous, pour tous, sur tous les territoires et le commencer le plus tôt possible? On parle de santé culturelle des enfants dès le plus jeune âge, dès la crèche, on parle d'éducation artistique et culturelle dès l'école pour faire en sorte que ce soit pas uniquement de la rencontre, uniquement du hasard qui fasse qu'à un moment sur votre route, vous avez la chance de croiser les arts, la pratique culturelle ou les artistes, mais que ce soit bien tous les enfants qui puissent y avoir accès dans notre pays. Ça s'appelle, l'éducation artistique et culturelle et ça existe et ça se décline, depuis plusieurs gouvernements déjà aussi, pour encourager donc les jeunes et puis aussi les moins jeunes d'ailleurs à rencontrer, les lieux et les œuvres Mais culturelles. il y Avec a du votre boulot, hein. impulsion, qu'est-ce qui irait plus loin? Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est 3 choses. C'est la rencontre avec les œuvres, la rencontre avec les artistes et la pratique culturelle. C'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs qui permettent de dire qu'on peut, développer aussi des nouveaux talents, des nouvelles compétences. Pas forcément faire une génération spontanée avec que des artistes dans notre pays. Tant mieux si ça déclenche des vocations. Mais c'est dire que la culture, elle vous ouvre tout simplement. Mais sur les inégalités, oh, bah, sur les inégalités territoriales, là, on Mmh. se dit que c'est un champ énorme. Enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits en France où on n'est pas du tout à proximité d'un cinéma, d'un théâtre, On a d'une probablement maison de la culture. le plus beau maillage culturel au Ouais, monde. On a un ouais. maillage de salles de cinéma qui est exceptionnel. On a un patrimoine de proximité qu'on redécouvre, qu'on a redécouvert d'ailleurs, pendant cette crise. Donc on a toute possibilité pour Mm. permettre que la culture, elle soit de proximité. Et puis surtout, on a des équipes artistiques. Les équipes artistiques, les compagnies, elles sont partout. Et donc la Mais on voit question, c'est bien de là se en ce dire: moment où elles sont nulle comment part et elles faire pour crient qu'elle leur retrouve désespoir. justement, pour qu'elle retrouve des Mm. publics? C'est-à-dire si on considère que pour l'instant on ne peut pas, pour des raisons sanitaires, rouvrir immédiatement les lieux de culture, alors est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que la culture aille au plus près des populations? Mm. Est-ce que ça peut pas être renforcer le hors les murs, l'itinérance? Est-ce que ça peut pas être remettre l'art aussi et la commande publique, au cœur des enjeux pour faire en sorte, par exemple, eh bien, que vous puissiez rencontrer, la culture dans la rue? Enfin, on a énormément de compagnies artistiques qui travaillent sur ce sujet-là. La question des arts plastiques, évidemment, aussi, et de leur place dans la société. Et vous Et je crois estimez que que c'est tout ça ça n'est pas qu'on peut fait réussir. aujourd'hui? Il n'y a pas d'initiatives, qui Si, vont dans on ce a on sens? a beaucoup d'initiatives. On est probablement le pays qui a le plus protégé, le Mmh, monde mmh. culturel, l'emploi culturel, ce qui a été fait sur l'année blanche, pour les intermittents du spectacle. On a près de 7 milliards d'euros déployés pour soutenir les acteurs du monde culturel. Mais ce dont on a besoin, au-delà d'un soutien budgétaire,
c'est faire en sorte que la culture revive, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas le risque que des artistes renoncent à exercer leur profession et leurs arts parce que tout simplement, ils n'en ont plus les moyens et qu'ils ne peuvent plus créer parce que c'est ça notre enjeu, c'est faire en sorte que la création ne soit pas étouffée et que la création soit accessible à tous. Et qui est étouffée? Roselyne Bachelot, elle l'est pas un peu là en ce moment? Elle se bat, vous le voyez bien. On a évidemment des contraintes qui sont avant tout des contraintes sanitaires. Donc c'est évidemment cette première question qui nous est posée avec le risque de variant. On voit que vraisemblablement il a été détecté aux portes de Paris dans le Val-de-Marne. Donc on voit bien qu'on est aussi soumis en permanence à cette injonction. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette question qui est uniquement ouverture ou fermeture, parce que on ne peut pas aujourd'hui donner une date et une heure de réouverture pour des raisons évidentes. Par contre, on peut trouver d'autres chemins qui permettent de dire que cette crise, elle doit être un levier pour que la culture soit beaucoup plus présente dans nos vies et qu'encore une fois, ce ne soit pas le fait d'une Et rencontre ou d'un hasard, mais que chacun dans notre pays y accède dès le plus jeune âge. et vous avez le sentiment que Roselyne Bachelot, au gouvernement, est d'accord avec ça et favorise, l'éclosion de rencontres, itinérantes et en pleine rue, pour ne pas Ce sont, favoriser ce la sont maladie? aujourd'hui Elle le des, fait des- des ça? réflexions qu'on a pour voir comment, encore Mmh. une Mais fois, est-ce on qu'elle est fait entendue? Est-ce que pour ne vous êtes pas entendue? étouffer la culture. Bah, écoutez, je le suis peut-être sur votre antenne déjà, et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs du monde culturel qui se mobilisent pour que ce soit possible, pour essayer de réinventer des choses, pour pas uniquement se dire: «Donnez-nous une date et une heure de réouverture», parce qu'on sait bien la limite de cet exercice-là, mais de faire en sorte, encore une fois, que les tournages soient pas arrêtés, que les répétitions soient pas arrêtées, que la création soit pas arrêtée, quelles qu'en soient, les formes d'ailleurs artistiques qu'elle peut prendre À et réinventer, parce à que lorsqu'il y réinventer, a à beaucoup de monde en réinventer studio pour un évidemment. film, ça fait quand même beaucoup de monde pour un petit Mais vous lieu savez, les parfois. tournages, par exemple, dans notre pays, on a été le premier pays à redémarrer, les Mmh. tournages Mmh. et ça, je crois que c'est aussi une chance importante. Par contre, le risque, c'est plutôt au moment où les salles vont pouvoir ouvrir, d'embouteillage, parce que justement, il y a un certain nombre de films qui n'ont pas pu être diffusés. Le risque aussi, c'est que finalement, on donne un primat formidable aux GAFA, et de risque d'uniformisation derrière de la pensée, si ce sont les seuls GAFA qui nous disent, ce que l'on peut encore regarder. Alors qu'on a tous qu'une envie, c'est plutôt de retourner, en salle de cinéma ou dans les salles de spectacle. C'est aussi pour ça que l'audiovisuel public a un rôle majeur à jouer, sur la question de la diffusion de la culture. Et concernant la crise sanitaire, le gouvernement a donc fait le pari d'un couvre-feu renforcé dès 18 heures ce soir en métropole. Or, des scientifiques estiment toujours que on n'a pas assez de recul pour savoir si cette échéance de 18 heures est réellement efficace. Était-ce donc la bonne décision de la généraliser? Il y avait plusieurs options et je crois que c'était nécessaire, en tout cas, de tout faire pour éviter le reconfinement. On voit que beaucoup de pays ont fait le choix du reconfinement, qui a des Mmh. conséquences économiques et sociales qui sont extrêmement brutales, on le sait bien. À la fois, ça a un impact sanitaire évident, mais ce sont des conséquences, encore une fois, sur l'emploi, sur les inégalités qui sont extrêmement puissantes. On a aussi fait un choix qui nous honore, je pense, qui est de dire qu'il faut qu'on maintienne nos écoles ouvertes. En Italie, vous avez des enfants qui n'ont pas vu une salle de classe depuis des mois. Mmh. Imaginons les conséquences sociales, les conséquences éducatives que ça aura sur le long terme sur ces enfants qui ne savent plus ce qu'est une salle de classe. Nous, ça n'est pas le cas. Et je crois Avec que une ça, réflexion. c'était essentiel qu'on puisse le garder. Donc, si la contrepartie de ça, c'est se dire qu'on doit, au lieu d'avoir un couvre-feu à 20 heures, l'avancer à C'est 18 pas heures. seulement pour contrer l'effet apéro, comme l'a dit, je crois, Stanislas Guérini. Bah, de fait, quand vous vous baladez dans certains quartiers de métropole ou dans certains quartiers parisiens, vous voyez bien qu'il y a une affluence plus importante sur certaines tranches Mmh. horaires. Après, pour celles et ceux qui doivent travailler, évidemment, ils pourront le faire au-delà de cet horaire avec justificatif de 18 heures. Mais c'est encore une fois pour éviter au maximum les brassages de population, pour éviter au maximum les flux, pour éviter tout ce qui peut, enfin tout ce qui n'est pas nécessaire en vérité dans notre activité et éviter surtout qu'on en vienne à un reconfinement qui, là, aurait des conséquences économiques et sociales beaucoup plus brutales. Un mot sur l'égalité des chances, puisqu'Emmanuel Macron vient de réclamer à Matignon, pour la fin du mois, un plan pour l'égalité des chances afin de réduire la fracture des discriminations. Savez-vous quelle tournure ça pourrait prendre? On parlait justement de la culture. Je crois que sur la question de l'égalité des chances, Chaque ministre il va faut que apporter chaque sa ministre pierre. puisse apporter évidemment sa pierre. Moi, par exemple, je recommande qu'il y ait un vrai plan sur les bibliothèques. On a aujourd'hui presque 350 quartiers politiques de la ville qui n'ont pas encore de bibliothèque, alors que c'est le
premiers lieux culturels de proximité et on voit bien à quel point elles se sont renouvelées. Je crois que quand on parle de mixité sociale, quand on parle d'égalité des chances, on parle évidemment aussi de l'accès à la culture. C'est la question du logement et de comment on arrive à réorganiser la politique de logement dans notre pays, à la fois sur le fait de construire plus et d'attribuer mieux Il y aussi a un à celles droit et au ceux qui en logement, ont. vous êtes favorable à Il ça? existe aujourd'hui, mais on voit qu'on a des difficultés à la fois sur la capacité à continuer à construire et la capacité Mmh. à continuer à attribuer à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc je crois que c'est la question du logement, la question de la culture, la question évidemment de l'éducation, elles doivent être au cœur des enjeux de mixité sociale et d'égalité des chances. Et d'un point de vue plus politicien, est-ce que ce projet pour l'égalité des chances que vient de réclamer Emmanuel Macron, ce ne serait pas un tournant, un volant à gauche que le président voudrait montrer dans la perspective de 2022? Il est urgent d'aller un peu plus Ça à vous fait gauche? Ah sourire. mais ça me fait sourire parce que Derrière le masque, je vois le je sourire. compte plus le nombre de fois où on m'a demandé s'il y avait un virage à gauche ou un virage à droite. Donc un jour, on me demanderait s'il y a un virage à l'hypercentre, je sais pas. Donc je pense que juste il y a une cohérence dans la politique qui est menée. Quand on fait le dédoublement des classes en REP et REP+, c'est un enjeu évident d'égalité des chances et de renforcement de la mixité sociale. Et de la même manière, quand on fait une réforme sur la politique du logement, qui est un travail qui est déjà en cours et qui est engagé par la ministre. Donc c'est juste une cohérence de politique. Il ne faut pas en permanence chercher à y voir des virages qui seraient pris. C'est juste qu'à un moment, voilà, il y a un enjeu qui paraît évident, qui est d'autant plus important lié à la crise, parce qu'on sait bien que cette crise, elle aura des conséquences en matière de hausse de la pauvreté. On le voit bien déjà, les associations sont les Mmh. premières à le constater malheureusement sur les territoires. Conséquences aussi sur, les ambitions, écologiques du premier ministre et du président. C'est fin mars, hein, que le président va commencer à étudier les premiers textes de loi issus de la convention citoyenne, sur le climat et justement vous en parliez, est-ce qu'avec le coût, de la crise sanitaire, est-ce que la ministre de l'écologie Barbara Pompili va devoir encore un peu manger son chapeau? Est-ce que ce sera encore une priorité? Mais je pense que ça l'est évidemment. C'est-à-dire, c'est pas parce que la crise malheureusement existe et Enfin, qu'elle a des conséquences sauf que économiques et Barbara sociales. Pompili a perdu à peu près tous les arbitrages face à Bercy, face à Alors, l'économie. C'est valable pour les c'est néonicotinoïdes, c'est valable sur la 5G dont on demandait un moratoire. Je dis «on», la ministre et les écologistes demandaient un moratoire pour étudier les effets sur la santé. À chaque fois, ça passe pas. Écoutez, nous, on va être saisis en tant que parlementaires des conclusions qui ont été celles de la Convention citoyenne pour le climat. C'était ça l'engagement, de dire que à partir du moment où il y avait des propositions qui émanaient des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, alors le Parlement était saisi et après le Parlement débattait et votait. C'est ça qu'on va faire. Et ce travail-là, que ce soit sur la question de la biodiversité, que ce soit sur la question du logement, que ce soit sur la question des transports, il va être engagé. Quand vous avez dans le plan de relance un tiers du plan de relance qui est tourné vers la question écologique, vous voyez bien que c'est quand même une priorité nationale qui a été décrétée. Et d'ailleurs, les premiers effets du plan de relance, les premiers fonds qui ont été mis en place, c'est d'abord sur des enjeux de transformation écologique, notamment sur la question de la rénovation des bâtiments publics. Donc, ce n'est pas du tout une priorité qui est laissée de côté parce qu'il y aurait la crise. Priorité aussi pour la réforme des retraites. Vous savez qu'il y a 2 points de vue au gouvernement, ceux qui, comme Bruno Le Maire, voudraient, remettre le dossier, en dos de la pile et puis d'autres qui disent, «La réforme des retraites, on va laisser il est urgent d'attendre et si possible même après 2022». Vous appartenez à quelle famille? Moi, je pense que la crise, elle ne change pas ce que nous avions dit en termes de diagnostic sur le système actuel de retraite, sur le caractère illisible et injuste du système que nous avions. Je pense que la crise ne change pas non plus l'urgence à agir sur la question des régimes spéciaux de retraite. Est-ce qu'on aura le temps dans les 18 mois qui viennent, alors qu'on sait très bien qu'il va falloir qu'on continue évidemment à gérer les conséquences de la crise? Je ne peux pas vous le dire en termes tout simplement de calendrier, parce qu'on aura probablement des plans de finances rectificatifs pour soutenir celles et ceux qui seront les premières victimes de la crise. Enfin, le calendrier, c'est Donc aussi l'élection Bien présidentielle. sûr, mais est-ce que pour autant, ce que nous avons dit devient caduc du fait de la crise? Je ne le crois pas. sans devenir caduc, il est peut-être urgent d'attendre, si j'ai bien compris, d'attendre d'autres On lignes verra. budgétaires et on verra. Merci beaucoup. Merci à vous. Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines et présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci et bonne journée. Merci à vous.